La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques à partir de 50 $ par semaine. Est-ce que les véhicules électriques sont faits pour l'hiver? Bien sûr que oui. Les toutes dernières statistiques sur les ventes de véhicules électriques au Québec. Verrons-nous bientôt un pick-up de marque Tesla? La nouvelle Leaf 2019 pourrait avoir une batterie de 64 kWh. On en sait maintenant un peu plus sur la nouvelle Kia Niro. On passe d'un véhicule électrique à un autre. Que pensent ceux qui viennent de s'acheter une Hyundai Ioniq? À véhicule électrique 101, pourquoi les véhicules électriques ont-ils une conduite si fluide? Les événements à venir dans l'électromobilité dans les prochaines semaines. Tout ça et bien plus encore dans ce 25e épisode de Silence, on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, je suis administrateur webmestre et porte-parole média de l'Association des véhicules électriques du Québec. C'est avec passion plaisir que j'anime ce podcast dédié 100% aux voitures électriques. Alors j'espère que vous avez eu un beau temps des fêtes, un temps des fêtes qui un peu partout au Québec a été ponctué par une vague de froid sibérien. Vague de froid d'ailleurs qui a fait couler beaucoup d'encre et qui a été la raison de plusieurs reportages, télévision, radio, qui à tour de rôle se sont succédés pour donner une information sur le comportement des véhicules électriques l'hiver, qui était, ma foi, pas toujours, comme on dit dans le jargon du métier, sur la coche. Ça m'a permis de passer un temps des fêtes un peu plus mouvementé que je l'aurais cru. Beaucoup d'interventions médias, vous m'avez peut-être entendu à la radio, à la télévision ou encore lu dans les journaux. L'Association des véhicules électriques du Québec, on a fait plusieurs sorties médias là, pour essayer de rectifier un peu le tir par rapport à ce qu'on entendait, ce qu'on voyait un peu partout en lien avec le comportement de nos véhicules électriques l'hiver. Bon, une chose est sûre, on a eu des hivers froids dans le passé. Je pense que quelque chose a été particulier cet hiver, en tout cas dans le temps des fêtes, c'est le nombre de journées successives pour lesquelles la température était, là, en tout cas dans la région de Montréal, aux alentours de moins 25, moins 28 degrés. Puis c'était encore plus froid que ça en région. Ça a duré plusieurs journées, en fait, presque 2 semaines là, avec des froids sibériens. Et bien évidemment, ça affecte les véhicules. En fait, puis je pèse mes mots quand je dis véhicules, ça affecte tous les véhicules à essence comme les véhicules électriques. J'avais des collègues là, de travail qui me disaient que normalement, ça paraît pas quand il fait une journée qui fait froid avec leur réservoir d'essence de 6 à 800 km, ça paraît pas trop. Mais sur 2 semaines, ils ont pu remarquer qu'ils faisaient dans certains cas 30 à 40% moins d'autonomie sur leur véhicule à essence. C'est-tu drôle? C'est pas mal la même chose qu'on avait avec nos véhicules électriques. Donc, c'est pas le manque ou l'autonomie qui baisse par temps très froid. C'est pas l'apanage des véhicules électriques, c'est l'apanage de tous les véhicules, en fait. Et une chose particulière à noter, cependant, dans le cas des véhicules électriques, il y a aucun problème de démarrage ou à peu près dû au temps froid, c'est-à-dire que la batterie de traction du véhicule qui se garde chaude de toute façon par la borne de recharge, par un système de protection de batterie là, qui la tient au chaud. Une voiture électrique, quand il fait froid, ça démarre. Ça va moins loin comme une voiture à essence, mais ça démarre. Donc, comme j'ai écrit à un moment donné, si j'ai le choix entre une voiture qui fait 500 km d'autonomie, mais que je suis pas capable de démarrer dans mon stationnement, puis une qui fait un peu moins que prévu, ou peut-être beaucoup moins que prévu, hein? On a eu des 40-45% de perte d'autonomie, là. J'aime mieux perdre 45% d'autonomie, mais être capable de démarrer et aller où je veux aller que de rester pris dans mon stationnement. Donc, ceci étant dit, on a fait le tour du sujet là, moult et moult fois pendant le temps des fêtes, mais je voulais quand même clore le sujet là-dessus. Les gens qui ont des véhicules électriques le savent. Les gens qui ont été bien conseillés de toute façon ont acheté des véhicules qui correspondent aux besoins qu'on a pour la météo qu'on a, c'est-à-dire qu'on essaie de tenir compte des pires situations puis de voir si on est capable d'y faire face. Donc, on a eu une période de grand froid. C'était un peu plus difficile, mais c'était difficile encore plus pour les véhicules à essence si on se fie au nombre de survoltages qui ont été faits par CAA Québec.
Alors, ceci étant dit, je vous rappelle que la balado-diffusion est disponible sur le site web de l'association, mais également sur les grandes plateformes de balado-diffusion comme le iTunes Store ou encore sur le Google Play. Je vous conseille de vous abonner avec votre appareil mobile sur l'iTunes Store ou le Google Play. Ça vous permet de recevoir les épisodes directement sur votre téléphone mobile ou votre tablette, là. Au moment où elles sont disponibles, ça va être poussé directement sur votre appareil. Sur notre site web, il y a toute la procédure pour vous expliquer. Là, on vous explique comment faire, comment vous abonner. Et puis, si vous êtes abonné et que vous aimez nos balados-diffusions, s'il vous plaît, allez faire un petit tour sur iTunes et il y a un système d'étoiles là, pour donner votre appréciation. Quand vous nous mettez 5 étoiles, eh bien, ce que ça fait, c'est que ça... Évidemment, 5 étoiles et un petit commentaire, là, ça nous donne des points du point de vue d'Apple et on remonte dans la liste des balados-diffusions populaires, ce qui fait que on est plus vu et entendu par plus de gens, donc ça contribue à notre mission là, de démocratiser l'information autour des véhicules électriques. On a plein de gens qui nous écoutent, il y en a plusieurs qui me laissent des commentaires, puis je vous invite à le faire, hein, martin@aveq.ca, vos commentaires constructifs, bien entendu, des suggestions si vous en avez. Cette semaine, je salue au passage Richard Dubois et Daniel Moras, qui sont 2 auditeurs fidèles de la balado-diffusion. Messieurs, je vous salue, merci d'être là. C'est pour vous, tout d'abord, qu'on fait cette balado-diffusion-là. Et puis, si vous appréciez, ben, on en est plus qu'heureux. Alors, plusieurs sujets aujourd'hui, plusieurs nouvelles à venir sur le monde de l'électromobilité. Alors, on revient tout de suite avec les actualités dans le monde des autos électriques. On aime ça vous donner des statistiques, puis en fait, on en a souvent, puis je pense que c'est intéressant aussi pour voir un peu l'évolution du monde de l'électromobilité là, au Québec. C'est toujours un petit peu en retard, évidemment, parce qu'on compile pendant un mois ou le mois suivant là, ce qui s'est passé le mois précédent ou l'autre mois d'avant. Donc là, on a les statistiques du mois de novembre. Il s'est vendu un peu moins de véhicules électriques au mois de novembre. En fait, il s'est vendu en moyenne 29 véhicules électriques par jour au Québec. Si on compare aux 42 véhicules électriques par jour qu'on avait eu le mois précédent, donc évidemment, c'est un petit peu moins. Par contre, c'est normal, hein, l'hiver, les ventes de véhicules, en général, descendent un peu. C'est un achat qu'on fait plus l'été ou à l'automne, au printemps, mais l'hiver, il se vend moins de véhicules, donc c'est un peu normal. Mais quand même, au 30 novembre, on avait des statistiques qui nous indiquaient qu'on était rendu à tout près de 22 000 véhicules électriques. Ça inclut les tout électriques et les hybrides branchables, donc 21 454 pour être précis. Évidemment, il y a également des motos électriques. Hein? Il ne s'en vend pas beaucoup l'hiver, ça aussi on le comprendra, mais il y en a 118 quand même au Québec. 21 000, je fais juste vous dire, au mois de novembre, on était à 21 000. On est probablement là, tout près de 24 000 à la fin de l'année. Si on suit une logique, puis je vous la lance comme ça, puis ça vaut ce que ça vaut, c'est pas scientifique du tout, mais dans les 4 dernières années, à toutes les années, on a doublé le nombre de véhicules électriques. Là, c'est pas mal systématique depuis le début. Donc, si on continue cette logique-là et qu'à la fin de 2017, on était rendu à 24 000 véhicules ou à peu près, on devrait être rendu à 48 000 véhicules à la fin de 2018. Ce qui veut dire qu'on serait rendu à 96 000 véhicules à la fin de 2019. Et je vous rappelle, 96 000 véhicules, fin de 2019. L'objectif du gouvernement est de 100 000 véhicules pour 2020. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que si la tendance ne faisait que se maintenir, c'est-à-dire qu'on double le nombre de véhicules électriques sur les routes année après année, on serait pas mal en droit de penser qu'on atteindrait l'objectif qu'on disait pourtant assez ambitieux du gouvernement de 100 000 véhicules électriques là, sur les routes pour 2020. Après avoir mis sur le marché des berlines, des voitures un peu plus sport, des VUS et tout dernièrement l'annonce là, du semi, donc un semi-remorque là, pour tirer là, de la marchandise, voilà que Tesla annonce qu'elle travaille à mettre en marché le plus rapidement possible une camionnette de type pick-up. Donc, après une certaine confusion sur le projet de camionnette électrique de type pick-up à l'événement Tesla Semi le mois dernier, Elon Musk a confirmé maintenant qu'il sera lancé, le modèle de pick-up sera lancé après le modèle Y.
Musk avait déjà confirmé que le modèle Y, un petit VUS construit sur la plateforme, la même plateforme que le modèle 3, serait priorisé par la compagnie une fois la production de la modèle 3 bien lancée. Donc, lors du même événement, Musk a également publié la première image d'une camionnette, mais plusieurs croient toujours que c'est une blague. À venir jusqu'à date, Elon Musk nous a fait rire, mais pas parce qu'il prétendait lancer des modèles qui n'ont jamais vu le jour. Ça s'est toujours réalisé, donc qui sait, probablement une petite camionnette de type pick-up Tesla bientôt. Quoique non confirmé, des informations nous proviennent tout dernièrement à l'effet que la nouvelle Nissan Leaf 2019, donc non pas la 2018 qui va être livrée au Québec là, mois de février-mars prochain, mais la modèle suivant, qu'on attend comme étant une voiture ayant une plus grande autonomie, aurait tout au moins 360 km d'autonomie, grâce à une batterie là, qui, selon toute vraisemblance, aurait entre 60 et 64 kWh de capacité. Donc, c'est une nouvelle génération de Nissan Leaf là, qui serait capable de parcourir là, facilement 360 km d'autonomie si on se fie là, aux véhicules qui ont des batteries de grosseur semblable avec une grosseur de véhicule semblable. Le constructeur automobile japonais a ensuite déclaré qu'une version à plus longue autonomie va être mise en place, mais également une version avec des améliorations à d'autres points de vue. On apprend que la nouvelle version du véhicule proposera une batterie de 60 kWh, mais également un nouveau moteur électrique de 160 kW et un chargeur intégré de 11 à 22 kW. Donc, juste pour qu'on se situe bien, là, le chargeur de niveau 2 sur 240 volts, ce qu'on a à la maison, là, généralement, ben, sur les premières générations de Leaf, c'était 3.3 kW. Sur les nouvelles versions, c'était 6.6. Il y a des chargeurs qui vont jusqu'à 7.2 embarqués, là, généralement, sur les véhicules. Et là, on parle que ça aurait de 11 à 22 kW, ce qui veut dire là, que sur 240 volts, ça voudrait dire là, une quantité de courant beaucoup plus grande que le 30 ampères auquel on est habitué actuellement. On apprend aussi que la nouvelle batterie aurait comme différence une technologie tout à fait différente. Premièrement, Nissan changerait de fournisseur de batterie et la nouvelle batterie serait équipée d'un système de gestion thermique et elle pourrait être rechargée avec une puissance allant jusqu'à 100 kW, soit le double des bornes de recharge rapide actuelles. Donc, aucun autre détail a été émis, mais en même temps, cette information-là, tout en semblant assez pertinente et cohérente avec les différentes rumeurs du milieu, ces informations-là n'ont toujours pas été confirmées de façon formelle par Nissan Japon ou Nissan Canada. La ville de Montréal, qui n'a pas toujours été très choyée en ce qui a trait aux bornes de recharge rapide, a vu quelques nouvelles bornes rapides être installées dans les derniers mois. La toute dernière vient d'être installée au 5656 rue Hochelaga à Montréal. Donc, c'est tout près, à l'intersection en fait de la rue Hochelaga et de la rue Dixon, là, tout près des accès pour aller prendre le pont-tunnel. On y propose évidemment une recharge rapide de 400 volts au moyen des connecteurs CHAdeMO et Combo. Donc, c'est un ajout important et nous savons que plusieurs autres bornes de recharge rapide devraient être installées dans la région de Montréal dans les prochains mois. Kia présente son modèle concept de la toute nouvelle Kia Niro électrique. Ce véhicule électrique présente des avancées technologiques significatives avec une autonomie de plus de 380 km, ce qui la place en compétition directe avec la Chevrolet Bolt ou encore la Tesla Model 3 de base. C'est une version qui serait équipée d'un moteur électrique de 150 kW et d'une batterie de 64 kWh. On s'attend à ce que ce véhicule-là soit mis en vente aux États-Unis dans la seconde moitié de 2018. Alors, après la pause, on vous revient avec une entrevue réalisée vers la fin de l'année passée. Donc, les références dans le temps, quand on parle du mois de décembre, là, on parlait de décembre 2017, bien entendu. Donc, c'est une entrevue avec deux propriétaires de Nissan Leaf qui ont fait le saut vers la Hyundai Ioniq et ils nous parlent là, de ce qu'ils ont observé comme changement, comme amélioration sur la technologie de la Ioniq, là, qui est un peu plus récente que celle de leur Leaf précédente. Donc, on écoute ça tout de suite après la pause. La mission de l'AVIC se résume comme suit.
Donner une information neutre et objective aux électromobilistes actuels et futurs, tout en représentant leur intérêt auprès des acteurs du milieu. L'AVEQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport électrique avec plusieurs participations à des commissions parlementaires. Elle est également une référence en électromobilité pour de nombreux médias québécois. Ce que vous pouvez faire pour l'AVEQ? Si vous avez une bonne plume, nous recherchons des rédacteurs. Si vous êtes propriétaire de véhicules électriques, participez à nos forums pour partager votre expérience. Vous connaissez un propriétaire de véhicules électriques? Faites-lui connaître notre site. Vous connaissez un vendeur de véhicules électriques? Laissez-lui notre carte d'affaires. Vous voulez installer une borne chez un commerçant ou au travail? Consultez nos guides. Vous voulez vraiment nous faire plaisir? Devenez membre de notre association. Vous voulez devenir partenaire ou annoncer sur notre site? Contactez-nous à info@aveq.ca. L'Association des véhicules électriques du Québec, la référence en électromobilité. Il y a plusieurs personnes qui ont la chance d'avoir une voiture électrique et puis au fil des années, on voit des essais routiers, des événements, on en essaye d'autres, on compare un peu. Puis certains chanceux sont rendus à leur deuxième, il y en a même qui sont rendus à leur troisième voiture électrique de laquelle ils sont propriétaires. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi 2 propriétaires de Hyundai Ioniq. Puis en fait, je voulais parler de la Hyundai Ioniq, mais je voulais aussi parler de la Hyundai Ioniq en la comparant avec d'autres véhicules qu'on a essayés ou qu'on a possédés. Et c'est dans cette optique-là qu'aujourd'hui, je suis avec Daniel Brevet et Jean-François Fortin. Bonjour, messieurs. Bonjour, Martin. Écoutez, les deux, vous possédez une Hyundai Ioniq et je me trompe-tu si je dis que les deux, vous aviez une Nissan Leaf avant? C'est en plein ça. Oui, c'est en plein ça aussi. Nous, on a encore la Leaf. C'est ma conjointe qui conduit la Leaf. C'est moi qui conduis la Ioniq. OK, donc c'est toi qui as gagné. C'est ça? Non, c'est moi qui ai perdu pendant 2 ans. OK, c'est le retour du balancier, c'est bon ça. C'est bon. Donc, forcément, on va comparer aujourd'hui un peu notre appréciation de la Hyundai Ioniq en la comparant avec la Nissan Leaf. Je tiens tout de suite à dire que c'est pas l'exercice, ça n'a pas à démontrer les pas bons côtés d'une voiture ou qu'une voiture est moins bonne. Les voitures sont différentes, mais force est d'admettre qu'une voiture plus récente, de technologie plus récente, peut avoir certains avantages, que ce soit technologique ou de fonctionnalité. Puis c'est un peu de ça que je veux qu'on débatte aujourd'hui. Je vais vous commencer avec une question très, très simple, puis je vais la poser à Jean-François en partant. Jean-François, quand on a notre Ioniq et puis qu'on l'a conduit la première semaine et qu'on est habitué de conduire une Leaf, qu'est-ce qui nous frappe en premier? Qu'est-ce qui est le gros changement là, qui nous fait faire « wow ». En fait, on a, je dirais, l'impression, ça va peut-être avoir l'air un peu bizarre, là, mais l'impression de conduire une voiture un peu plus normale. La Leaf a un look particulier, la Leaf a une conduite un petit peu particulière. Je dis pas que j'aimais pas ça, là, c'est loin de là, mais c'est évident que là, on tombe vraiment dans une voiture, dans vraiment une compacte. Elle se comporte comme une compacte. Elle a aussi un petit côté sport qui me déplaisait pas non plus. Donc, on baisse le siège complètement au fond, puis on s'accroche. Évidemment, le torque sur une voiture électrique a toujours été bon, là, mais sur la Ioniq, il est encore meilleur que la Leaf. Donc c'est peut-être l'aspect sportif, justement, qui m'a peut-être frappé le plus, là. OK. Et toi, Daniel? Moi, c'est surtout le fait que j'ai toujours aimé conduire ce qu'on appelle les sédans. Des 4 portes qui étaient un peu plus bas. J'ai jamais possédé de SUV. La Leaf, tu as une position de conduite un peu plus élevée. Jean-François tantôt disait si ça se conduit différemment. Oui, les deux se conduisent différemment, mais étant habitué à conduire des voitures comme j'ai possédé une Mazda 3 avant, puis j'ai remplacé l'Optima par la Ioniq, cherché une auto, puis la Ioniq était arrivée parce que les autres choix qu'on avait, c'était vraiment des autos qui ont une conduite plus haute, si tu veux. Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a tout de suite accroché quand je l'ai vu pour la première fois. Surtout, c'est l'efficacité de la batterie aussi qui m'a beaucoup surpris aussi, comparé à la Leaf.
Oui, effectivement, l'efficacité de la Hyundai Ioniq, je pense, est plus à démontrer là, par la taille, la capacité de la batterie versus le kilométrage qu'on peut faire avec cette capacité-là. C'est impressionnant. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont parlé d'une beaucoup plus grande précision de la part de l'évaluateur d'autonomie. Aucune vous l'avez remarqué? possible. Aucune comparaison possible. Évidemment, on compare avec la Leaf, là, mais il n'y a aucune façon de comparer les deux. Là. C'est pas du tout la même chose. C'est beaucoup plus précis, exact. C'est-à-dire que l'autonomie estimée, puis les algorithmes, puis la façon d'évaluer l'autonomie que tu vas avoir quand tu démarres ta voiture le matin sont basés, j'imagine, aussi sur un paquet de paramètres, comme c'est le cas dans la Leaf, là, de conduite, des conduites précédentes, la température, un paquet de paramètres, mais la façon dont elle va évaluer, c'est beaucoup plus proche de la réalité que ce que la Leaf, on sait déjà là, qu'on prend l'autonomie que ça nous donne, puis on a un pourcentage assez important qu'on peut retrancher en partant, puis on finit qu'on le connaît à peu près, ce pourcentage-là, puis on l'enlève, puis on n'est pas pire, mais dans le cas de la Ioniq, le calcul est fait automatique. Là. Oui, je vais te le dire tout de suite, j'ai arrêté de faire des calculs de règles de 3 avec la Ioniq. Dans le sens que quand j'arrivais au travail, cette journée-là, je voyais, OK, j'avais tant de pourcentage d'utiliser dans ma batterie, j'ai fait tant de kilomètres, combien est-ce que je peux faire avec 100%? C'était ça le calcul que je faisais parce que se fier au ce qu'on appelle en français couramment le pifomètre ou en anglais le guessometer de la Leaf. On apprend à l'interpréter, parce que c'est une interprétation qu'il faut en faire. Là. Ça n'a jamais été très précis, mais avec la Ioniq, c'est vraiment, vraiment toute une autre histoire. C'est vraiment très, très précis. C'est sûr que maintenant, avec la température qui vient de baisser, on dirait que j'ai vu comme elle n'était pas si précise pendant quelques jours, mais après, elle s'est remise un peu au même niveau de précision qu'elle avait 2 semaines auparavant. Fait que c'est intéressant comme ajustement qu'elle a fait. Ouais. Est-ce que tu as remarqué la même chose, toi, Jean-François? En fait, c'est ce matin que ça m'a vraiment sauté dans le visage. Là. J'ai pris ma voiture quelques fois aujourd'hui, puis c'était vraiment justement de voir que le guessometer semblait vouloir se replacer. Je trouvais ça un peu bizarre qu'il me donne des distances de 170 km alors qu'il faisait à peu près moins 4 dehors. Là, ce matin, il est revenu aux alentours de 190, qui est beaucoup plus cohérent avec ce qu'on doit s'attendre là, de la Hyundai Ioniq. OK. Outre la précision du guessometer ou l'estimateur d'autonomie là, du véhicule, quelles caractéristiques qu'on peut comparer, dans le fond, les deux véhicules qui existent autant dans la Leaf que dans la Ioniq, mais qu'on peut dire que dans la Ioniq, il y a vraiment une grosse amélioration sur cet aspect-là du véhicule? Moi, personnellement, le confort de conduite, ça, je sens une bonne différence. Écoute, moi, lorsque je vais vraiment tester, et c'est quelque chose peut-être que la Leaf va être meilleure, je ne le sais pas, mais toi, tu l'as conduite pendant l'hiver, je pense, Martin. C'est la Leaf, c'est un vrai petit tank sur la neige. Elle est le fun à conduire l'hiver. Si t'es pogné, tu es capable de sortir de la neige. J'espère que la Ioniq va être autant le fun à conduire, puis aussi qu'elle va bien répondre pendant l'hiver. OK. Et puis, Jean-François, je te posais comme question, il y a quand même des features dans la Ioniq qui n'existent pas ou qui n'existaient pas dans la Leaf. Est-ce qu'il y a certains features comme ça que tu peux nous parler qui sont présents dans la Ioniq, puis peut-être qui manquaient dans la Leaf, qui aurait dû y avoir dans la Leaf? Ben, moi, une chose, là, c'est mon côté un peu techno qui va ressortir, mais moi, je suis en amour avec mon système de multimédia dans la Ioniq. Et là, je sais que c'est pas tant la Ioniq que le fait, par exemple, moi, j'utilise Apple CarPlay. Il y a Android Auto également qui est disponible dans la Ioniq. Moi, je suis un fan de musique, je suis un fan de podcast. Donc, c'est vraiment... Je suis vraiment tombé en amour là, avec ce système-là. Puis là, je sais qu'il y en a dans d'autres véhicules. Là. Je suis tout au courant de ça. Mais le fait de l'avoir disponible, ça a vraiment changé beaucoup de choses de mon côté. D'avoir accès, par exemple, au GPS de son téléphone facilement, directement à partir de l'écran, au lieu de devoir se fier à l'espèce de truc qu'on ose appeler GPS dans un véhicule normal. Là. Ça a vraiment été
Ça a vraiment été un gros changement. Sinon, moi, c'est la grosse modification qu'il y a eu, je dirais, c'est vraiment une question d'agrément de conduite. Et c'est vraiment la position de conduite, on en a parlé tout à l'heure. C'est la direction, elle est vraiment ultra précise. Je veux dire, on a souvent l'impression, par exemple, avec la Leaf, que on conduit un véhicule peut-être un peu lourdeau, qui a tendance à se déplacer un peu à gauche puis à droite. Là, on a vraiment l'impression d'avoir une voiture sport dans les mains. Puis je dis ça, puis il y a 3 modes de régénération. En fait, 4 si on inclut la roue libre dans la Ioniq. Dans la Leaf, on doit se contenter seulement du mode drive ou du mode B. Là, dans le cas de la Ioniq, on parle de la roue libre et on parle de 3 niveaux de régénération. Et on peut les activer à partir de palettes qui sont directement au volant. Et je suis obligé de vous dire que moi, personnellement, c'est le genre de choses que j'apprécie énormément parce que là, sans dire que c'est de la conduite d'une voiture manuelle, on retrouve un certain feeling quand même à justement jouer avec la régénération, par exemple, pour pouvoir décélérer. Moi, je me surprends régulièrement à jouer avec les palettes là, pour soit tomber en roue libre, soit me mettre en niveau 1, 2 ou 3. Quand on va arriver, par exemple, à un arrêt, là, à ce moment-là, moi, je décélère progressivement. Donc, je suis en roue libre, je vais me mettre en niveau 1, niveau 2, niveau 3. Puis, j'aurais apprécié beaucoup qu'on puisse faire une conduite à une pédale, par exemple, comme on l'a dans la i3, par exemple, la BMW i3. Mais là, jusqu'à 15 km, ça décélère. Sinon, après ça, il faut vraiment appliquer les freins dans la Ioniq. Mais c'est déjà une nette amélioration pour moi par rapport à la Leaf. Là. Ça aussi, ça a été un gros... pour moi, c'est une plus-value importante. Là. OK. Toi, Daniel, sur les aspects qu'on vient de discuter, donc par rapport au système, tout le système de navigation, puis de connexion avec CarPlay ou Android Auto, c'est quelque chose que tu utilises et que tu apprécies dans la Ioniq? Oui, je rejoins Jean-François sur ces détails-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'il vient de dire. Mais si on reste dans le techno, il y a quelque chose que c'est pas le défaut de la Ioniq, c'est le défaut de Hyundai Canada, qu'on n'a pas accès à la connectivité avec la Ioniq qu'on a avec Nissan Leaf. Tu sais? C'est quand même quelque chose, on va se le dire, c'est quand même quelque chose, c'est inconcevable. Et voilà, écoute, le fait, et là, sûrement que ma conjointe va en rire un peu, elle me dit, c'est pas juste que toi, tu es capable de savoir où est-ce que je suis avec mon auto, mais moi, je suis pas capable de savoir où est-ce que toi, tu es avec ton auto. Parce que c'est les gens qui ne se connaissent pas avec la Nissan Leaf, avec le Nissan Connect ou le CarWin dans le temps, mais je pense que ça, c'est une fonction seulement de 2016 en montant, qu'avec l'application, tu peux savoir où est-ce que ton auto se trouve par GPS. Tu peux le savoir vraiment. Moi, je le dis beaucoup. Si ma femme me dit, regarde, je pars du travail, puis là, ça fait longtemps, t'es où? Puis là, je regarde, elle est presque arrivée, on part le souper. Tu sais? C'est anodin, là, mais c'est des petites choses mais ça, c'est juste pour le GPS, mais de partir un chauffage avec ton téléphone. Une journée avec, il y a du verglas, c'est arrivé avec la Leaf. Ma femme, elle n'avait pas l'application sur son téléphone. Elle m'appelle de son travail, on voit un texto. Peux-tu partir? Je pars à telle heure. Peux-tu partir? On s'entend. Moi, je suis à Saint-Hubert. Elle est dans l'ouest de l'île de Montréal. Peux-tu partir le chauffage pour que quand moi j'arrive, là, je n'ai pas à gratter? C'est des choses, c'est des petits détails, là, mais c'est énorme qu'on ne soit pas capable, 2017, d'avoir ça dans une auto électrique qui vient de sortir. En tout cas, c'est inconcevable. Là. Mais on dit que pour 2018, peut-être, ça va venir. On verra. Et Daniel a bien pointé le problème. Le problème ici, c'est Hyundai Canada. Il y a vraiment une décision un peu bizarre qui a été prise. La Ioniq était probablement le modèle idéal pour introduire BlueLink, qui est la technologie, je vais dire équivalente. Là, on s'entend, c'est pas équivalent, c'est pas tout à fait exactement la même chose, là, mais c'était le bon véhicule pour amener BlueLink au Canada. Et puis, ils se sont obstinés à ne pas l'installer. Présentement, il est seulement disponible sur l'Elantra GT et la Sonata. C'est vraiment décevant. Moi, c'est le gros défaut de la Ioniq, selon moi, c'est ça, présentement. OK.
évidemment, il y a plusieurs personnes qui nous écoutent ou qui vont nous écouter puis qui sont à l'étape soit de se magasiner leur premier véhicule électrique ou alors qui sont à l'étape peut-être de vouloir changer de véhicule électrique. Et là, ils sont en train de regarder un peu ce qui existe dans les autres modèles disponibles. Et quand je dis disponible, je présume probablement faussement qu'il y en a chez les concessionnaires. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des modèles qui ont déjà été annoncés, qui sont sortis, là, qu'il y en ait dans les cours des concessionnaires ou non. Et puis là, ils se posent la question vers quoi je devrais aller, peut-être la nouvelle Nissan Leaf 2018 qui aura des caractéristiques qui, sur certains aspects, ressemblent beaucoup à ce que vous parlez, la conduite One Pedal, le système de navigation qui est compatible CarPlay, etc. Pour peut-être aller avec une Bolt, peut-être aller avec d'autres modèles de véhicules. Actuellement, si on avait à comparer la Ioniq avec les autres véhicules du marché, mais dans un sens plus large maintenant, pas juste en la comparant avec votre Leaf, là, quelle est la longueur d'avance? Quel est l'élément qui fait que la Ioniq se démarque des autres véhicules? Quels sont ses points forts? Moi, je vais y aller. Il y a l'agrément de conduite. Évidemment, là, tout est une question de goût également là-dedans. Pour avoir essayé la e-Golf aussi, de Volkswagen, c'est une voiture qui est très intéressante à conduire. L'autre côté aussi, il y a une question d'efficacité énergétique aussi. Quand on parle d'une batterie de 28 kWh, pour être capable de faire, j'ai fait du 250 km cet été. Là. Je veux dire, c'est quand même 28 kWh, c'est monstrueux. Là. Je ne sais pas, je me suis retrouvé, on s'est ramassé dans les collines de Charlevoix pendant les vacances. Puis être capable de revenir sans se recharger ni à Baie-Saint-Paul, ni à Saint-Tite-des-Capes. Moi, j'habite dans la région de Québec. Je veux dire, il n'y a pas une voiture. C'est pas vrai. J'exclus totalement les Tesla du dossier, là, mais j'aurais pas pu faire ça avec une Leaf. J'aurais même pas pu faire ça avec une e-Golf. Là. Il n'y a pas de véhicule. Oui, il y a la Bolt, mais bon, la Bolt a ses défauts. Là. Mais je veux dire, dans les véhicules, je dirais, on va dire, moyen de gamme, si on veut, par exemple, au niveau de l'électrique 100%, la Ioniq, pour moi, est pas mal toute seule dans sa catégorie. Là. Daniel, ton opinion? Oui, j'avance sur la même opinion de présentement, c'est l'auto. Je me rappelle très bien au mois de... Ça a été annoncé ici, on le voyait, on commençait à en entendre parler au mois de mars, avril. Les premières personnes ont fait les commandes, puis ils l'ont reçu aux alentours du mois de mai. Puis les gens, ils parlaient de la grosse différence. Et c'est souvent des gens qui avaient déjà eu, c'est très souvent une Leaf auparavant. Puis ils disaient que c'était déjà dans le temps, c'était l'auto à avoir en 2017. On s'entend que dans le domaine de l'auto électrique, c'est un peu comme ce qu'on avait dans le temps de les cellulaires, peut-être les ordinateurs des années 90. À chaque année, il va y avoir des améliorations. Je te dirais tout de suite, si quelqu'un me demande quelle est la voiture que je devrais racheter, on s'entend qu'en partant, je lui demande quels sont tes besoins pour bien l'orienter. Mais si je vois que la personne a comme les mêmes habitudes de déplacement que j'ai présentement, c'est-à-dire c'est une centaine de 80 à 100 km par jour entre le travail, courir après avec les enfants, les activités, puis les commissions à faire, et tu cherches un agrément de conduite, la Ioniq, c'est l'auto à avoir. Si on s'entend ton budget, il n'y a pas de limite, mais là, il y a d'autres autos qui s'offrent à toi, pour ne pas la nommer la Tesla. Mais dans ce créneau de 36 000 à 42 000 là, c'est l'auto à avoir présentement. La Leaf arrive en 2018, on s'entend. Est-ce que l'agrément de conduite de la Leaf va changer par rapport à ce qu'elle est maintenant? Je ne le sais pas. Ça reste à voir, mais encore une fois, c'est 2017, début 2018, c'est l'auto à voir. Le problème, c'est ce qu'il y en a des autos en stock présentement. C'est une excellente question, ça, Daniel, et puis c'est là-dessus que je voulais vous amener pour terminer l'entrevue. Parlons-en de la disponibilité, parce que là, on en parle depuis tantôt, les gens nous écoutent, puis il y en a peut-être qui sont en train en même temps là, d'aller sur Internet puis de regarder où est le concessionnaire le plus proche pour aller voir le modèle de Ioniq demain ou quelque chose du genre, puis
malheureusement, à moins que je me trompe, là, les possibilités d'en avoir une à court terme ne sont pas très grandes. Ça ressemble à quoi, selon vos connaissances actuellement? Quelqu'un qui veut une Ioniq, là, qui va chez son concessionnaire et qui fait une demande formelle d'en avoir une, il doit s'attendre à quoi actuellement comme délai? Bien, les commandes de 2017 sont fermées, donc on parle des commandes de 2018. Il y a des 2017 qui sont présentement sur des bateaux qui s'en viennent. On parle d'une disponibilité probablement quelque part en décembre, mais là, quand on parle de quantité, on parle d'une quantité quand même assez limitée. Là. On parle pas c'est pas des dizaines et des dizaines, on parle de quelques unités. Si on va sur des groupes, soit des groupes Facebook ou encore sur des forums de discussion, on va voir que justement certains vendeurs, certains conseillers aux ventes affirment justement les annonces là, que, par exemple, ils vont avoir un modèle qui va être disponible à partir de telle date. Mais c'est sûr que sinon, on parle de 2018, puis là, 2018, quand on parle de la disponibilité, on est beaucoup plus aux alentours de fin janvier, début février au moins. Donc, ça commence à être loin, surtout quand quelqu'un arrive à une fin de bail puis veut avoir un véhicule rapidement. C'est sûr que la Ioniq, on parle de la Ioniq, mais c'est vrai aussi pour pas mal tous les modèles de véhicules électriques présentement. C'est à peu près impossible d'en avoir une dans la cour disponible là à la vente. Tout à fait. Puis, donc, quelqu'un qui y va actuellement, qui est intéressé puis qui réserve un véhicule, ça va forcément être une 2018. Qu'est-ce qu'on sait de la 2018 si on la compare avec la 2017 que vous avez? Est-ce qu'il y a des améliorations, des changements qui ont été annoncés ou c'est essentiellement le même véhicule? Oui, il y avait des rumeurs comme quoi peut-être la batterie, ça je te parle, il y avait environ 3 mois, il y a des rumeurs comme quoi la batterie allait être avec plus de capacité. On a vu passer à peu près la semaine dernière, je pense, il y a 2 semaines, une annonce comme quoi la batterie allait rester, ça allait être encore une batterie 28 kWh. Ça allait avoir à peu près les mêmes caractéristiques qu'une 2017. La seule question qu'on ne peut pas nous répondre présentement, c'est l'histoire du Blue Link. Est-ce qu'elle va être connectée, la connectivité de l'auto? Ça, on ne le sait pas encore. Mais de ce qu'on a entendu dernière semaine, ça va être peut-être à peu près un copier-coller de la 2017. Sinon, il va aussi, ce qu'on a lu dans un communiqué de presse qui est sorti récemment par Hyundai Canada, c'était peut-être le seul ajout qu'il allait y avoir pour la 2018, du moins le seul qui est officiel, là, ce serait justement un système de gestion de la voie, c'est pas ça du tout que je veux dire. Un système justement de sécurité pour justement rester entre les lignes, là, justement sur oui. Je me souviens pas c'est quoi le nom de ce système-là, mais ça sera le seul ajout sur la modèle 2018. Okay. En tout cas, moi, je serais bien curieux de voir une Hyundai Ioniq avec sa technologie actuelle, mais avec une batterie qui aurait, par exemple, 40 kWh, voir les distances qu'on pourrait parcourir avec cette voiture-là. Ça serait, à mon sens, là, puis vous me direz si je me trompe, tout à fait phénoménal. Voire même mettre une 60 kWh pour comparer véhicule à véhicule, une Chevrolet Bolt avec une Ioniq, avec 2 capacités de batterie équivalentes en termes de kilowattheure, mais regarder la différence de rendement sur la distance parcourable, je pense que ça serait extrêmement troublant de voir l'efficacité de cette voiture-là. Il faut faire attention quand même parce qu'une batterie, justement, par exemple, même de 40 kWh va être plus lourde. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, il va y avoir une perte au niveau de l'efficacité de la Ioniq, mais effectivement, on n'a aucune façon de le chiffrer présentement. Oui, ça serait bien intéressant. Messieurs, Jean-François Fortin et puis Daniel Brevet, merci beaucoup de votre disponibilité pour le podcast cette semaine. Ça fait plaisir. Merci. Ça fait plaisir. Merci. Bye-bye. Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 $ sur le prix affiché à l'achat de votre véhicule. Une seule promotion disponible par achat. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com, téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement au 317 route 116 à Richemont en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochable depuis 35 ans. Voiture électrique, 100
Bonjour Martin, mon nom est Nathan et j'ai 11 ans. Mon père a une voiture électrique et je me demande pourquoi il n'y a pas de coût quand ça accélère, contrairement à la voiture à essence de ma mère. Merci beaucoup pour ta question, Nathan. En fait, j'essaie de comprendre ce que tu me demandes là, et tu me dis pourquoi il n'y a pas de coût quand la voiture électrique accélère comme la voiture à essence de ta mère. Eh bien, il y a une raison principale pour ça, en fait, puis c'est pas nécessairement dû au fait qu'elle est électrique. Je te dirais que la principale raison, pour te l'expliquer, je vais essayer de comparer ça avec ton vélo. Nathan, tu as sûrement un vélo, par exemple, un vélo 10 vitesses ou 15 vitesses ou peu importe, 18 vitesses. Là. Donc, tu as un petit levier sur le guidon, là, pas très loin du guidon, qui te permet de changer de vitesse. Puis quand tu changes de vitesse, qu'est-ce qui se passe? Tu remarques que la chaîne de ton vélo passe d'une petite roue dentée à une roue dentelée qui est un peu plus grande ou un peu plus petite. C'est ce qu'on appelle un changement de vitesse. En fait, c'est comme une transmission. Puisqu'on change le ratio entre une roue qui a un certain nombre de dents avec un certain diamètre, comme celle qui est prise après ton pédalier, puis une autre roue dentelée qui est plus petite, par exemple, à l'arrière de ton vélo, ça donne un rapport de vitesse qui fait que pour chaque tour de pédale que toi tu fais avec ton vélo, ben la roue en arrière, elle va tourner, elle, 2 coups, 3 coups, 4 coups. C'est ça les différentes vitesses et c'est ce qui fait que c'est plus ou moins forçant quand tu pédales. Dans certains cas, c'est pas forçant du tout, mais tu dois pédaler plusieurs tours de pédale pour que ton vélo avance un peu. Puis dans d'autres situations, ben c'est plus forçant, mais quand tu fais un tour de pédale, ben tes roues peuvent faire 4 ou 5 tours, elles en revanche. Donc c'est beaucoup plus fort, mais ça demande plus d'énergie de ta part. Une voiture à essence, ça a une transmission de la même façon. Évidemment, c'est pas nous qui pédalons, hein, c'est un moteur au gaz. Et puis, c'est une transmission qui, sur une voiture automatique, va passer de la première vitesse à la deuxième, à la troisième. Plus on accélère, plus la voiture prend de la vitesse, ben, plus le rapport de la transmission change pour rendre le véhicule, là, être capable de faire rouler le véhicule plus vite. On a besoin de moins de force, mais on a besoin de plus de vitesse. Alors que lorsqu'on est immobile, on a besoin de plus de force, mais on roule moins vite. Dans le cas d'une voiture électrique, il n'y a pas de transmission comme ça. Et c'est ce qui fait qu'il n'y a pas de coût, parce que quand on change de vitesse, fais juste penser avec ton vélo, pendant que tu es en train de pédaler et que tu changes de vitesse, là, ça donne toujours un coup dans le pédalier, tu le sens, parce que pendant un petit moment, on est entre la vitesse 1 et la vitesse 2, ou entre la vitesse 2 et la vitesse 3, puis ça donne comme un coup qu'on ressent là, dans la structure du véhicule. C'est la même chose avec une voiture à essence qu'avec avec un vélo, par exemple. Donc, évidemment, c'est imagé, hein, le fonctionnement d'une transmission d'un véhicule, là, c'est plus complexe que sur un vélo, mais c'est juste pour t'expliquer les grandes lignes. Sur une voiture à essence, c'est comme ça, mais sur une voiture électrique, il n'y a pas de transmission. C'est comme un petit moteur électrique là, que tu peux imaginer, avec un petit bouton que tu tournes. Plus tu le tournes vers la droite, plus tu envoies d'électricité au moteur, plus le moteur tourne vite. Un point, c'est tout. Le moteur électrique ayant un couple constant, donc une force constante, et ce, peu importe la vitesse, on n'a pas besoin d'avoir d'engrenage comme ça, puis on fait tout simplement faire accélérer le véhicule en lui envoyant plus ou moins d'énergie pour être capable de le faire tourner plus ou moins vite. Alors, c'est juste ça, c'est aussi simple que ça, puis ça explique pourquoi, en grande partie, un véhicule électrique, c'est super doux à conduire, c'est agréable, ça ne donne pas de coups, il n'y a pas de soubresaut, puis les gens qui conduisent des véhicules électriques vont dire que c'est une conduite très relaxante, très calme, principalement à cause de ça. Alors, merci beaucoup, Nathan. Si à la maison, vous avez des enfants qui ont des questions, ne pas vous gêner, vous les enregistrez avec votre téléphone intelligent là, avec la fonction dictaphone. Vous m'envoyez le fichier audio à martin@aveq.ca et je me ferai un plaisir de répondre aux questions lors de la prochaine balado-diffusion. Alors, voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. C'est assez tranquille encore en début d'année. Simplement vous dire que le 21 avril 2018, ce sera l'Assemblée générale annuelle de l'Association des véhicules électriques du Québec. Les détails vous seront fournis dans un prochain podcast. Les 20, 21, 22 avril 2018, c'est le Salon du véhicule électrique de Montréal, 2e édition des conférences de l'information des essais routiers. Les détails également vont suivre très bientôt. Et un peu plus loin dans la saison, le 11 août et les 15 septembre, ce sera respectivement Saint-Roch en fête et le VFest de Rawdon. Les informations vous seront données très bientôt. Restez à notre écoute.
Alors, ceci conclut notre présente balado-diffusion. L'AVEQ remercie tous les collaborateurs, particulièrement Daniel Brevet, Jean-François Fortin et Nathan pour leur participation aujourd'hui. La reproduction ou la diffusion de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec apprécierait en être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin@aveq.ca et pour les informations générales regardant l'électromobilité ou l'association, veuillez plutôt écrire à info@aveq.ca. Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEQ, visitez le www.aveq.ca. Et je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous avez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca/silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici la prochaine balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule.